Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Il est 15 heures. Ce journal de ce 2 février sera porté sur la caravane de la solidarité qui a démarré officiellement hier dans la localité de Dalaïdada, région de Bok. Également, dans l'actualité de ce 15 heures, le congrès extraordinaire du Parti populaire social-démocrate s'est tenu au Palais du Peuple ce matin. Et en nouvelle du monde, nous aurons l'aéroport de Khartoum qui accueille le premier avion du Soudan Airways après une trêve. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Son Excellence Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a reçu ce lundi 2 février 2026 au siège de la représentation nationale Madame Sophie Bryant-Guimont, sénatrice française et représentante des Français établis hors de France. Dans le cadre d'une visite de courtoisie, elle a été accompagnée au cours de cette rencontre par l'ambassadeur de l'État français à Djibouti, M. Jérôme Bresson. Ont également pris part à cette rencontre la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Safia Ilmi, et la présidente du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-France, Mme Naïma Boulhan, ainsi que le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Ismaël Goulal. Au cours de l'entretien, le président de l'Assemblée nationale et la sénatrice française ont passé en revue l'état des relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République française avant d'aborder plusieurs questions d'intérêt législatif commun. À cette occasion, Mme Sophie Bryant a pour le processus de création d'un éventuel Sénat à Djibouti en s'enquérant de son fondement juridique et constitutionnel. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé que cette institution avait prévu de mettre en place cette institution. Les échanges qui ont également porté sur la coopération entre les groupes d'amitié parlementaires considérés comme des leviers essentiels de la diplomatie parlementaire et du rapprochement entre les assemblées législatives des deux pays. Par ailleurs, l'ambassadeur de France a souligné l'importance d'une coopération académique universitaire et encourageant un plus grand nombre d'étudiants français à poursuivre leur cursus éducatif en France. Entre les discussions qui ont permis un échange technique sur les procédures législatives, le fonctionnement des commissions permanentes, l'organisation des travaux parlementaires en sciences publiques, ainsi que les modalités d'examen de l'adoption de textes de loi. La visite qui s'est conclue par une visite guidée de l'hémicycle, comme vous l'avez pu le voir sur les images, les salles de réunion pour les commissions, offrant ainsi à la délégation française un aperçu concret du fonctionnement interne du processus législatif de l'Assemblée nationale. Également dans les titres de cette édition, la caravane de la solidarité officielle qui a démarré hier, dimanche 1er, dans la localité de Dalaïdada, dans la région de Bok, marquant ainsi une nouvelle étape de l'action de proximité en faveur des populations des zones reculées. Cette caravane qui a été organisée, qui s'organise chaque année par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, a officiellement été lancée par le président de la République le 29 janvier dernier. À son arrivée sous la sous-préfecture de la région de Bok Dalaïdada, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Loufa Ismail Abdo, accompagnée de sa délégation, a reçu un accueil digne des grands événements avec un piquet d'honneur assuré par les forces armées djiboutiennes. La ministre qui a ensuite visité le poste de santé de ces localités avant d'inaugurer une fontaine d'eau correspondant à une expansion des réservoirs alimentant le village destiné à renforcer l'accès à l'eau potable. Première étape de la caravane qui permettra également d'évaluer l'état d'avancement des actions d'autonomisation, notamment des caisses de solidarité, ainsi que la mise en service de 3 infrastructures de caisses, ainsi que de 3 infrastructures sociales, notamment contribuant directement à l'amélioration des conditions de vie des populations de cette sous-localité. Par ailleurs, une avancée majeure en matière de désenclavement a été constatée, la mise en service de la nouvelle piste d'accès réclamée par les habitants de la région depuis 2 ans.
Ainsi, c'est cette infrastructure qui permet désormais de réduire le temps de trajet de 5 heures à seulement 2h30, facilitera ainsi l'accès aux services sociaux de base, aux infrastructures publiques, ainsi que d'autres opportunités pour cette région de la sous-région d'Obok, de Dalaï Dada. Comme vous pouvez le voir sur les images, Madame la ministre a été accueillie par le piquet d'honneur de l'armée stationnée à Obok, précisément à Dalaï Dada, ainsi que la population de cette région, les chefs coutumiers et les locales de cette région ont accueilli donc la ministre pour cette visite, visite des régions les plus reculées du pays. Au cours de cette première journée qui constitue la première étape de la tournée, la ministre ira à la rencontre des communautés, des infrastructures sociales de Dalaï Dada, d'Andouli, de Dadato, afin d'écouter les préoccupations des populations et de recueillir leurs doléances. À travers cette action, la caravane de solidarité réaffirme l'engagement de l'État à rapprocher les services sociaux des citoyens afin de renforcer l'équité territoriale, en particulier dans les régions de l'intérieur. Accompagné par le préfet, le président du préfet de la région, ainsi que plusieurs autorités locales de la région. Le Ismail Abdo, dans le cadre de ce rapprochement, s'est entretenu avec chacun des populations de cette région reculée, isolée des soins de santé afin de recueillir leurs doléances tout au long de cette caravane. C'est ce ministère chargé de la solidarité et des affaires sociales garantit un accès à tous les services de soins, de santé, d'éducation, et d'ouvrir à ces fins des caisses sociales pour optimiser les femmes ainsi que les commerces de marché de cette population. La ministre a également visité les écoles et les hôpitaux afin de se rapprocher de la population. Ainsi, sous le signe de cette même proximité et d'écoute active, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités qui a lancé cette caravane hier, dimanche 1er, la tournée nationale de la solidarité, première étape de ce périple citoyenne, la sous-préfecture de Dalaï Dada dans la région d'Obok. Sous les auteurs de Dalaï Dada, l'ambiance était à la fois solennelle, fraternelle et ainsi empreint de solidarité. À l'occasion de l'ouverture de cette semaine nationale de solidarité 2026, la ministre Oulfa Ismail Abdo, accompagnée d'une importante délégation, a fait le choix du terrain. Accompagnée de ses proches collaborateurs ainsi que les autorités régionales, elle est allée à la rencontre des populations du Nord au cœur de leur réalité quotidienne. La rencontre hautement symbolique s'est tenue dans la localité communautaire de Dalaï Dada, une infrastructure réalisée par l'Agence djiboutienne de développement social, bras opérationnel du ministère. Bien au-delà d'un simple bâtiment, ce lieu a affirmé un véritable recueil et refuge pour cette population de Dalaï Dada. L'objectif de cette mission étant de faire de la solidarité une action concrète à travers un dialogue direct et sans intermédiaire avec les populations. Ainsi, tour à tour, les sages et femmes leaders de cette localité concernant
ont pris la parole concernant sur plusieurs points de préoccupation, exprimant ainsi avec dignité leurs préoccupations liées aux besoins essentiels de cette sous-région. En réponse, la ministre a tenu à apporter des réponses claires et concrètes et précises, prenant note de chaque doléance. Elle a rappelé que cette tournée 2026 ne constitue pas seulement une visite de courtoisie, mais une véritable mission de diagnostic et d'ajustement des politiques sociales. Elle a également annoncé le renforcement des programmes de fils sociaux de cette région afin d'accélérer donc les projets communautaires adaptés aux zones de traversée. Ainsi, réaffirmant l'engagement du gouvernement à ne laisser aucun citoyen aux marges du développement. Cette première étape à Obok donne ainsi le temps d'une semaine placée sous les signes de l'action et de la solidarité et de l'entraide. En mettant l'humain au cœur de son agenda, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités réaffirme sa volonté de consolider un contrat social fondé sur une confiance de proximité entre l'État et les citoyens. Ainsi, lors de cette rencontre avec les populations de Delaï Dada, les localités environnantes, un échange franc et direct s'est instauré avec le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Prenant la parole en premier, le chef du village de Delaï Dada a tenu à remercier la ministre et la délégation qui l'accompagnait, notamment le préfet de la région, Moussa Aden Migane, ainsi que le président du conseil régional, Mohamed Houmé Ismail. Il a rappelé que les réalisations entreprises par le ministère au profit de sa communauté, soulignant ainsi que l'action qui a débuté à Ondeli avant de s'étendre jusqu'à Moussa Ali. Le chef du village a ensuite fait part des préoccupations de la population, estimant que les vivres mis à leur disposition demeurent encore insatisfaisantes et exprimant l'espoir que cette doléance soit prise en considération. Il a également souligné qu'en tant qu'une vaste territoire sur les zones rurales, Delaï Dada doit disposer d'une école permettant aux enfants d'étudier, de se nourrir et d'être hébergés. Il a enfin insisté sur la nécessité de construire un local pour la sous-préfecture de Delaï Dada et d'Edailou afin de lui permettre d'exercer pleinement leurs fonctions communautaires. Les interventions qui se sont poursuivies avec les représentants de Dadatou qui ont salué la construction d'une école dans leur localité tout en attirant l'attention sur le manque criant d'eau dont souffre l'établissement de ses élèves. Poursuivant ainsi l'expression de leurs besoins, les communautés de Delaï Dada et ses environs ont renouvelé leurs remerciements à la ministre pour les nombreuses actions menées en faveur des femmes venues en nombre, ont particulièrement mis en avant les effets positifs de la caisse communautaire. Elles ont également souligné que ce mécanisme a permis de soutenir les femmes enceintes et les personnes malades, démontrant ainsi une utilité pour l'ensemble de la communauté. Enfin, la population de Delaï Dada a exprimé leur souhait de voir la création d'une école coranique dans leur localité. Ainsi, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a pu inaugurer, voyant ainsi son intervention lors de ce tournée à Delaï Dada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana luk yarhibi sinimi gaddagaya. Bravo. قدعتو شعبك عن دولي شعبك دبحنت شعبك أرحباي. D'abord, le choix de Aléli. Pourquoi le choix de Aléli? Parce que la première fois où on est venu, c'était vraiment une très grande sous-préfecture de la région d'Obok et qui a été, qu'on a constaté en fait qu'il y a beaucoup de manque en infrastructures sociaux de base. Et comme vous l'avez si bien dit, je remercie d'ailleurs les Uqal, les chefs de village, et toutes les personnes, femmes, jeunes et sages qui nous ont accueillis avec cette ferveur et avec ce cœur ouvert. Je les remercie profondément pour leur accueil chaleureux. Je continue sur le choix de Aléli pour la deuxième fois. C'est parce que la première fois quand on est venu, on a entendu vos doléances et on a constaté de visu qu'il y avait un gap en infrastructures sociaux de base. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très fière et très honorée d'avoir pu répondre un tant soit peu
à certaines de vos doléances. La preuve en est le local dans lequel nous sommes, tel que vous l'avez demandé, qui est doté donc de solaire. Et aujourd'hui, le choix de Alayli était évident pour nous, c'est de venir constater qu'est-ce qui a été réalisé. Ça a été réalisé par l'Agence djiboutienne de développement social, notre agence d'exécution, et également voir avec vous qu'est-ce qui vous manque. Il faut d'abord rappeler ce que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a exécuté à Alayli. C'est sur les instructions du président de la République, c'est à travers le Fonds de solidarité nationale que tout ce qui a été fait a été réalisé. Nous avons, la dernière fois, les femmes nous avaient demandé de leur construire des latrines pour plus de dignité. Aujourd'hui, nous avons construit des latrines pour les femmes et des latrines pour les hommes. Vous avez également demandé de l'eau, la connexion, comme le président du Conseil et le sous-préfet l'ont si bien répété, qu'il n'y a pas de problème d'eau, mais il y avait un problème de connexion. Nous avons connecté l'école, le poste de santé. On a même connecté le camp militaire pour qu'il y ait de l'eau à proximité. Vous avez également demandé des caisses. Nous avons 2 sortes de caisses. À l'époque, vous nous avez demandé les caisses d'épargne de crédit pour permettre aux femmes de s'autonomiser. Comme je le dis et comme le président de la République nous l'a vraiment instruit, c'est bien de donner des filets sociaux, c'est bien d'assister, mais c'est encore meilleur quand on arrive à autonomiser, quand la communauté elle-même s'en sort. Aujourd'hui, j'étais agréablement surprise de voir les légumes qui poussent. J'ai goûté même à la tomate et c'était vraiment quelque chose qui était vraiment agréable. Ça fait vraiment plaisir. Nous avons mis en place 2 caisses d'épargne et de crédit sur instruction du président de la République. Alhamdulillah, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Mais également, vous nous avez demandé à l'époque une caisse de solidarité. Aujourd'hui, je constate qu'elle a beaucoup servi. Donc, je constate avec satisfaction que la population de Alayli sont une communauté qui déjà elle-même s'organise, elle-même se gère. La dernière chose que vous nous avez demandé, c'était le recrutement. Aujourd'hui, je suis vraiment très fière et très heureuse de constater que les forces armées djiboutiennes ont recruté des jeunes. La chose la plus importante, c'est le Coran. Aujourd'hui, vous avez le local communautaire qui est multifonction. Il peut servir aux sages, il peut servir aux femmes, mais également, il doit surtout servir également pour les enfants, pour l'apprentissage du Coran. Et je me suis renseignée qu'il y avait un hafid al-Coran. Donc dès maintenant, on le recrute pour qu'il puisse faire le hafid al-Coran pour les enfants, Inch'Allah. Vous avez demandé à ce que vous ayez, comme n'importe quelle sous-préfecture, un bureau et une maison du sous-préfet qui puissent être réhabilités. Nous nous engageons, Inch'Allah, à les réhabiliter les 2. Nous allons renforcer également toutes les personnes qui sont atteintes d'un handicap à travers une case spéciale handicap pour les personnes handicapées de Alayli, Inch'Allah. Donc, dans le nouveau programme que nous sommes en train de lancer, cette année, en 2026, le nouveau programme intitulé Khayrat, nous allons, Inch'Allah, maintenir ce qui a été déjà prévu pour Alayli en matière de transfert monétaire, Inch'Allah, biznillah. Tout ce que vous recevez en transfert monétaire seront doublés en kit alimentaire pour la période de Ramadan, Inch'Allah, et ça serait acheminé sous peu. Aujourd'hui, nous allons mettre à disposition pour la sous-préfecture de Alayli un véhicule qu'on appellera un véhicule de la solidarité communautaire, qui va servir en multifonction, Inch'Allah, bi'iznillahi ta'ala. J'aimerais également, ici officiellement, vous dire, Inch'Allah, Shahr Karim, Ramadan Karim wa Mubarak, alaykum kullukum, Rabbana, Inch'Allah. Les chefs coutumiers et les ocales de cette région ont érigé une séance de prière. Écoutons un bref extrait. اللي حبطها مع أولي معي دفينتها معي دفينا معي دفتك دفينا تكاي كايري دفينا تكاي اللي حبطها معي بلهتني يلي نكواسي باطلهتني يلي نكلي منكرهتني يلي نكلي حيلهتني يلي نكلي يا رب العالمين أولنك يا معي آكلنك يا معي ناموا نقبل ناموا ما تويتاي سرهتني يلي يا إداري كايرهتني يلي لا يوشاي ننو كايري مرنكاي نبوبتي كاي ربوبتي تكاي معبوبتي تكاي جي نبوبتي تكاي معاني هبوبتي تكاي حكبوبتي تكاي دول مبوبتي تكاي يا رب العالمين من استراها يلي عافيتي حاي مش يروح تتبيعي يروح ترحي رمى الحويتاي تم من استرتكاي ضد من استرتكاي تايش من استرتكاي يسيش من استرتكاي عافيتي تي حاي بريدانها يلي عافيتي حاي كاي مدامها يا حاي كا يهتني مه حاي عبده يا حاي كا كتايتي مه حاي كا يا حاي عمري كاك يا داري عافيتك يا حاي اللي حبك تمع
طلت معبي اللي كابي ناس ربي اللي كابي كاي ربي اللي كابي يا رب العالمين يلي نكحني واي داعو نكحني واي قبنك ورقشواي يربوا كورا عنا حيلا ننكو يربوا نجيب ننمو بشن كايسن هب يسمرنكاي أولنك يا يا رب العالمين أولا كرحت هينك كلا حرهن بريدان قول لي كينكم بركتني ويسرك دير الله كاك السلام عليكم يا نهبتم كاي برهنا نهر سيمنستري ويش أول يا معاي كريا معاي دفينة معاي سيتر التحضر هاي ملايكة التحضر هاي اللي حبوتها معاي أول يا معاي كريا معاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ainsi, nous allons suivre l'intervention du président du conseil régional de cette région de Dobok. Nous sommes ici à la Ndada pour accompagner Madame la ministre dans le cadre de sa tournée de solidarité. Donc elle a commencé par Dobok, nous en sommes fiers. Alhamdulillah qui a été vraiment très bien. Mais je voudrais également ici juste introduire que le fait aujourd'hui pour qu'on puisse venir ici, comme vous le savez à la Ndada et loin de Dobok, il fallait vraiment désenclaver les pistes. Le conseil régional, à travers le programme ADIL, avait initié des importants projets qui étaient des enclavés localités rurales. Nous avons commencé par Médého et aujourd'hui nous avons emprunté la piste centrale que nous avons réhabilitée qui passe d'Assassan à la Ndada et par la suite nous allons également continuer à désenclaver Dadato. Je voudrais dire par là que on ne peut concevoir aucun développement s'il n'y a pas un programme de désenclavement. Donc il faudra que maintenant qu'on pense à un programme où d'abord il faudra qu'on puisse interconnecter les chefs-lieux et les localités pour qu'il y ait une mobilité des gens, pour qu'il y ait dans les différents déplacements. Ainsi, nous partons pour le Palais du Peuple pour cette cérémonie en soutien au président de la République. Le Parti populaire social-démocrate, connu sous l'acronyme PSD, a organisé aujourd'hui dans l'écrin solennel au Palais du Peuple un congrès extraordinaire qui s'impose déjà comme un jalon majeur dans la vie politique nationale. Des centaines de militants, militantes venus non seulement des 3 communes de la capitale, mais aussi des régions de l'intérieur, ont convergé vers le lieu de rassemblement formant une véritable marée humaine. Cette affluence a investi le Palais du Peuple d'un souffle inédit, se transformant ce symbole républicain en un vaste espace de fraternité, de dialogue, de détermination collective. L'atmosphère subtilement équilibrée reflétait l'attachement profond des participants aux idéaux du parti. La journée a été rythmée par des prestations folkloriques de grande qualité et des animations hautes en couleurs. L'entrée de la présidente a été donc unanime. Suite à cette entrée, on a observé l'hymne national djiboutien. Ainsi, la composition du congrès réunissant l'ensemble des assistances dirigeantes du parti témoignait d'une gouvernance partagée, d'une transparence opérationnelle qui sont aujourd'hui plus que jamais des gages d'efficacité et de renouveau démocratique. Le PSD réaffirme son soutien à la candidature du président de la République, son Excellence Ben Marguerite, à la prochaine élection électorale présidentielle prévue en avril 2026. La présence de plusieurs figures éminentes de la scène politique nationale, le doyen Ali Abdi Farah du parti RPP, le président du PND Abdelrahman Mohamed Awali, ainsi que la délégation du Froud et de l'UPR, ainsi traduisait la volonté et l'ouverture du PSD dans la consolidation du dialogue interpartite lucide et constructif. Ce pluralisme assumé a posé les bases d'une démocratie ouverte et inclusive où la confrontation des idées s'opère dans un respect et dans l'intérêt général. Il illustre également la rigueur du mouvement, sa capacité à fédérer au-delà des clivages traditionnels et son engagement sans faille sur l'échiquier politique national. Le PSD ambitieux, fidèle à ses principes de fondation, ainsi qu'on vient à souligner que cet événement
admirablement orchestré, a su conjuguer gravité des enjeux et enthousiasme populaire, l'importance d'un moment perceptible dans chaque instant, s'inscrivant ainsi comme symbole éclatant de la vitalité politique citoyenne qui anime le pays et augure des perspectives prometteuses dans l'avenir démocratique de la nation. Et dans un vote observé à cette occasion, à l'occasion du congrès extraordinaire du Parti populaire pour social et démocrate, militants et militantes et sympathisants renouvelés à l'unanimité leur confiance à Mme Hasna Moumine Bahdon, reconduite à la présidence du PSD. À l'issue du scrutin, la présidente a exprimé une gratitude pour la confiance qui lui a été accordée, réaffirmant ainsi sa détermination à œuvrer pour ce renforcement du parti. Et dans les discours officiels, le président de l'UPR et le président du FROUD ont tour à tour pris la parole pour réaffirmer leur soutien à leur formation politique et à l'importance du dialogue interpartite, quoi qu'il arrive. Madame la présidente du PSD, Hasna Moumine Bahdon, mesdames et messieurs les congressistes, aujourd'hui, nous nous retrouvons à la tenue du congrès extraordinaire du PSD, dirigé par une femme dynamique, Hasna Moumine Bahdon, qui a été élue et je le félicite. Parmi les objectifs de ce congrès figure notamment l'affirmation d'une vision fondée sur l'unité et la paix. La paix, c'est plus que tout. C'est le socle que nous devons bâtir notre nation. Nous croyons que seul un seul parti politique, à savoir l'UMP, qui regroupe 5 partis politiques, pourra surmonter les défis qui se dressent devant nous. Nous prenons donc un dialogue ouvert, exclusif et intensif entre toutes les composantes de notre nation, car seule la paix durable pourrait garantir un avenir prospère à nos enfants et à notre génération future. Comme vous le savez, le FRID est aux côtés du Rassemblement populaire pour le progrès, l'un des piliers sur lesquels repose l'union de la majorité présidentielle. Cette alliance née de la vision de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est consolidée par la suite en accueillant le PSD, le PND et l'UPR. Ensemble, nous ne sommes pas contentés de gouverner, nous avons transformé le visage de notre pays. Depuis plus de décennies, nous avons œuvré pour l'édifice des Djibouti émergents. Aujourd'hui, notre détermination est plus vive que jamais. Nous avons salué avec enthousiasme le choix du RPP de désigner le président Guelleh comme candidat pour les échéances d'avril prochain. Et ensuite, la présidente du PSD a par la suite pris la parole en langue locale devant l'ensemble des militants et militantes et sympathisants réunissant à cette journée. Dans une allocution, elle a réaffirmé son engagement pour le renforcement du parti et a exprimé son soutien indéfectible au président de la République et son Excellence Mohamed Guelleh pour les élections prochaines du avril 2026. Ainsi saluant son leadership et sa vision pour le développement et la stabilité de la nation djiboutienne. Autre nouvelle du pays, la Chambre du commerce de Djibouti a organisé ce matin dans Sélekouf la cérémonie officielle du lancement des associations sectorielles et du secteur du bâtiment ainsi que des travaux publics, le PTP, une initiative qui marque une étape majeure dans le processus de structuration et professionnalisation de ces secteurs stratégiques dans le développement national. La cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi, de la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Safia Mohamed Al-Gadili, ainsi que le président de la Chambre du commerce, M. Youssouf Moussa Douali. En pris part à cet événement, le secrétaire général du ministère de la Ville et de l'Urbanisme, le directeur général de Arlos, le directeur de l'Habitat et autres plusieurs au cadre du ministère et responsables de la Chambre du commerce, ainsi que acteurs
acteurs privés et professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics. Cette cérémonie qui a servi de cadre d'échange et de concertation entre les autorités publiques et institutions d'appui et opérateurs économiques, l'objectif étant de poser les bases d'un processus structuré, inclusif et de réorganisation du secteur du PTB. À travers cette initiative, il s'agit notamment d'organiser le secteur autour de 4 secteurs distincts en vue de la création progressive d'associations professionnelles et représentatives, une démarche destinée à renforcer la gouvernance du secteur pour l'amélioration du pratique professionnel, ainsi accompagnant la montée en compétences des entreprises locales. Du secteur des bâtiments, des travaux publics qui marque une étape importante vers la création d'associations professionnelles propres aux différentes activités composant le secteur du PTP. Ce rendez-vous que nous souhaitions décisif et collectif est un moment clé, un moment où nous choisissons ensemble de passer d'un secteur encore peu structuré ou encore pas très avancé, souvent isolé, à un secteur organisé, solidaire, tourné vers l'avenir, fondé sur les règles communes, des repères clairs et une voix collective forte et audible. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que le secteur du bâtiment, des travaux publics, n'est pas un secteur comme les autres, au regard de l'importance socio-économique, de la compétitivité, de la performance du PTP, mais aussi un impact direct sur nos priorités nationales. Le logement abordable, les infrastructures publiques, les équipements collectifs, l'investissement privé et l'emploi des jeunes. Lorsque le secteur du bâtiment se renforce, c'est l'ensemble de l'économie nationale qui gagne en capacité de production. Voici à présent l'intervention de la ministre aux investissements, Madame Safia Ali Gdeli. La création de ces associations marque une étape charnière dans la modernisation de notre paysage entrepreneurial. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le secteur du bâtiment et des travaux publics est l'un des piliers majeurs de la croissance économique de notre pays. C'est un secteur locomotive. Quand le bâtiment va, tout va. Qu'il s'agisse de la promotion immobilière, de l'ingénierie ou de l'importation des matériaux, vous êtes les bâtisseurs physiques de notre pays. Cependant, pour attirer davantage d'investissements et garantir une qualité de réalisation aux standards internationaux, il est impératif de passer de l'action individuelle à une action concertée et organisée. Mesdames et messieurs, en vous regroupant en associations sectorielles, vous créez des interlocuteurs crédibles pour l'État et pour les investisseurs étrangers. Le secrétariat d'État chargé des investissements voit dans cette structuration 3 avantages majeurs. Le renforcement des capacités visant à favoriser le transfert de compétences et l'innovation technologique, la régulation et l'éthique afin d'assurer une saine concurrence et le respect des normes juridiques et techniques, enfin l'attractivité d'un secteur BTP organisé rassure les investisseurs sur la fiabilité de la main-d'œuvre et de la chaîne d'approvisionnement locale. Mesdames et messieurs, sous l'impulsion du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, avec le soutien constant du secrétariat d'État et de la Chambre de commerce de Djibouti, nous nous engageons à poursuivre les réformes visant à améliorer le climat des affaires. Nous voulons que les entreprises djiboutiennes, qu'il s'agisse des cabinets d'études, des sociétés de construction ou de loueurs d'engins, soient les premiers bénéficiaires des grands projets du développement de notre pays. Et dans l'optique de favoriser l'investissement et garantir la qualité et la durabilité des projets d'infrastructure, écoutons la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette journée de lancement des associations sectorielles du secteur du bâtiment et des travaux publics, une étape importante
dans la dynamique de structuration et de modernisation de cette filière à Djibouti. Le secteur du BTP occupe une place centrale dans le développement économique et social de notre pays. Il est au cœur de la production de logements, de la réalisation des infrastructures, de l'aménagement urbain et de la création d'emplois. Il accompagne la transformation de nos villes et répond aux besoins essentiels des populations. Cependant, considérant son poids et son potentiel économique, ce secteur tend à relever des défis structurels, notamment une organisation fragmentée, une faible structuration collective, des difficultés d'accès au marché et au financement, ainsi qu'un déficit de reconnaissance et de valorisation des métiers et des compétences liées. Aussi, le gouvernement a fait le choix d'une approche progressive et inclusive. En étroite collaboration avec la Chambre de commerce de Djibouti, le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat a engagé un travail approfondi de concertation et de dialogue avec l'ensemble des acteurs du secteur. Cette démarche a permis de dégager un enseignement fondamental. La réforme du BTP ne repose pas uniquement sur de nouveaux textes, mais avant tout sur l'activation effective des cadres existants, sur leur appropriation par les professionnels du secteur et sur la mise en place de mécanismes de gouvernance et de représentation adaptés aux réalités du terrain. C'est dans cet esprit qu'est proposée la structuration du secteur autour d'associations professionnelles sectorielles organisées par métier et par segment de la chaîne de valeur. Cette journée marque ainsi le passage à l'action. Elle traduit une volonté partagée de bâtir une filière mieux organisée, plus lisible, plus professionnelle et plus équitable. Ainsi, nous écoutions l'intervention dans le discours de la ministre. Également, dans l'actualité de ce 15h, sous le patronage du ministre des Affaires sociales et des Solidarités, des Affaires musulmanes et du bien WARF, a été organisée une cérémonie de remise de prix en l'honneur des lauréats et lauréates de la compétition nationale des mémorisations du Saint-Coran. La cérémonie qui s'est déroulée en présence du directeur de l'administration des affaires islamiques, Ismail Hassan Roblé, du directeur général de l'Institut de modernisation de la culture et de la paix, Assal Ahmed Abdallah, du directeur des douanes et des biens WARF, ainsi que plusieurs chers imams des mosquées et membres du jury. Outre cérémonie qui a été présidée par le ministre des Affaires musulmanes et des biens WARF, tente à déployer l'importance et les efforts pour assurer un succès dans cette édition, tant sur le plan opérationnel que celui de l'arbitrage. Les différentes phases de sélection se sont déroulées dans un climat de transparence, de rigueur, permettant de distinguer leurs meilleurs mémorisateurs et meilleures mémorisatrices. Ainsi, cette compétition nationale de mémorisation de Saint-Coran constitue les initiatives religieuses et éducatives majeures, fort impact social. Elle véhicule des valeurs nobles, contribuant à la consolidation de l'identité islamique et au renforcement des principes moraux, notamment auprès des compétitions et qui encourage la mémorisation du livre du Saint-Coran et la méditation de ses enseignements, tout en renforçant les liens des jeunes avec le Coran, tout en les guidant dans leur comportement dans la vie active. Par ailleurs, cette manifestation religieuse favorise un esprit sain, un esprit sain de compétition, renforçant ainsi la place du Coran au sein d'une société institutionnelle et communautaire au service des affaires religieuses et diffusion de la culture coranique. Les organisateurs soulignent que l'organisation de telles compétitions à l'échelle nationale reflète l'intérêt constant et le soutien aux mémorisations de Saint-Coran dans la construction d'une société avec une cohésion fondée sur des valeurs religieuses, morales et nobles. Il convient également de rappeler que cette compétition s'inscrit dans la vision globale du ministère visant à renforcer la place du Saint-Coran dans la société, ainsi que le rôle qui forme donc une génération équilibrée, enracinée dans ses valeurs et ouverte à son époque, contribuant à une cohésion sociale ainsi qu'à la promotion de la culture de la mémorisation. Et dans une intervention, le ministre du bien WARF a indiqué l'honneur qui lui était attribué de célébrer les lauréats
et lauréate de cette compétition nationale de mémorisation, soulignant que cette initiative annuelle reflète la noblesse de ce service. Il a poursuivi en rappelant le lancement d'un programme national de mémorisation à distance permettait aux apprenants de suivre leur progrès et d'échanger avec les lecteurs agréés. Le ministre a également évoqué la préparation de la compétition régionale, prix du chef de l'État, son Excellence Manuel Guéli, un objectif prestigieux de chaque mémorisateur et mémorisatrice. Enfin, il a souligné que la réussite et le rayonnement de ces compétitions sont rendus possibles grâce à la haute sollicitude de son Excellence le Président de la République, le chef de l'État, Ismaël Mar Guelleh. Et en actualité régionale, Djibouti participe au 72e forum sur la perspective climatique de la Corne de l'Afrique avec des prévisions de pluie pour la saison de mars et de mai. Le 72e forum sur les perspectives climatiques de la Grande Corne d'Afrique, organisé par le Centre des prévisions et d'application du climat de l'IGAD, s'est tenu du 26 au 28 janvier à Nairobi, au Kenya. Une importante délégation djiboutienne conduite par le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie et représentant permanent, l'ingénieur Mohamed Ismaël Nour, a pris part à ce forum. Elle regroupait 10 participants issus de l'ANM, des ministères de la Santé, de l'Agriculture, de la météorologie des pays de l'IGAD. Selon les prévisions saisonnières de mars à mai 2026, la pluviométrie sera globalement excédentaire dans la plupart des régions de la Grande Corne d'Afrique. Également de l'actualité hors de nos frontières, c'était également dans les titres, après plusieurs mois de suspension de l'aéroport international de Khartoum qui accueille un nouveau vol de Sudan Airways, marquant le début d'une reprise progressive du trafic aérien au Soudan. Asma Bakar nous en dit plus. L'aéroport international de Khartoum a reçu hier le premier vol de la compagnie nationale Sudan Airways depuis le début du conflit, marquant une étape majeure dans la reprise progressive du trafic aérien au Soudan. Cet atterrissage intervient après une longue suspension des vols imposée par la détérioration de la sécurité qui avait presque complètement paralysé l'aviation civile dans la capitale. L'opération s'est déroulée sous strict contrôle technique et sécuritaire, avec Khartoum, principal point d'entrée du pays, voit sa remise en service comme un facteur clé pour soutenir le transport aérien, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et contribuer aux efforts de reconstruction nationale. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. Je remercie à tous ceux et celles qui ont participé à la confection de ce journal. Merci à l'équipe de la régie également.